Salut mes Nakama, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 883, j'en rigole. Déjà, ça a été un chapitre absolument excellent. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, on va apprendre quelques trucs sur le Mushi. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert des choses qui sont vraiment sympas. Encore une fois, ça donne une autre lecture de ce chapitre, mais franchement... Le titre de ma réaction live, c'est le chapitre de l'année. J'aurais pu faire des gros titres putaclic avec le nouveau pouvoir de Katakuri, la vérité sur Katakuri, l'ultime pouvoir démentiel expliqué du nouveau acquis de l'armement. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Le sourire de Katakuri, enfin un truc comme ça. Mais non, j'ai préféré tout simplement mettre le chapitre de l'année, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que tout simplement... C'est un troll, parce que ce n'est pas le chapitre de l'année, on est bien d'accord tous ensemble là-dessus, mais ce chapitre est l'essence même de One Piece, c'est l'ADN de One Piece. Pour moi, ce chapitre montre pourquoi, après 20 ans, je suis toujours aussi heureux de le lire. Pourquoi, à 40 ans, je prends autant de plaisir à le lire. Et ce qui a été vraiment génial, c'est que vous avez laissé... Oh, je sais, et je crois qu'il y a plus de 800 ou 900 commentaires sur cette réaction live. Je les ai lus, mais pas tous, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Et j'ai pas pu répondre. Mais globalement, ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous aussi... vous avez rigolé. Ça va encore. Là, cette critique analyse, je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Je sais même pas si je vais suivre le plan que j'ai fait de toutes les recherches, parce que ça fait tellement du bien. Mais merde, c'est ça qui est génial. Ça fait tellement du bien. On a été hyper nombreux, je dirais même des milliers en France et peut-être même à travers le monde à rigoler. Plus à des degrés différents, mais à rigoler ensemble sur ce chapitre. Il fait du bien, tu sais, des fois t'as ta journée de merde qui t'est arrivée dans la gueule, et le soir tu arrives, tu lis ça, et ça te fait du bien. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir, c'est que certains dans les commentaires ont dit on a lu le chapitre et on n'avait qu'une seule envie après, c'était regarder comment toi tu allais réagir. Et vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Mais au-delà de la rigolade, au-delà du délire, au-delà du troll que Shiroda nous a mis dans ce chapitre, il y a eu encore une fois plein d'autres informations, le haki, la véritable apparence de Katakuri, et peut-être le fait que ça soit la présentation d'une nouvelle race. On va en parler tout à l'heure. Il y a toute une construction qui a été faite de voir que le chapitre a commencé avec la transformation en Gear 4 qui a été annulée et qui se termine par le Gear 4, c'est-à-dire que entre la première page et la dernière page, tout ce qui était au milieu aurait pu être annulé. Si ça avait été par exemple dans un autre manga, ou si ça avait été autre chose, c'est-à-dire qu'on a la transformation et à la fin on a le début de transformation, et à la fin on a la transformation finale avec le premier coup, c'est ça. Mais il y a... franchement ça va être très très dur, parce que il a fait ressentir énormément de choses ce chapitre. C'est vraiment là-dessus que je voudrais appuyer. Avant de parler de Katakuri, de son visage qui annonce peut-être une nouvelle race, et de la destruction psychologique que Eiichiroda nous a mis en place, je voudrais parler d'une phrase que Katakuri a dit, c'est « Je ne te sous-estime pas, Mugiwara no Luffy ». Et pour moi, Doflamingo, à Dressrosa, n'a pas sous-estimé Katakuri, et je trouve d'ailleurs que ici il y a une belle comparaison entre Doflamingo et Katakuri, et je voudrais vraiment appuyer une partie de cette critique analyse là-dessus. Quand Doflamingo parle au tout début, avant de rencontrer, avant d'avoir le combat final tout en haut de son château, il parle avec Treble et il dit « Je ne ferai pas l'erreur que Crocodile ou d'autres ont fait, je ne sous-estime pas Luffy ». On voit qu'il s'est renseigné sur toutes ses attaques, il s'est renseigné sur tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire que le gouvernement mondial avait caché des choses au niveau d'Alabasta, avait même caché des choses après, et lui, grâce à tout son réseau de l'ombre qu'il avait, il connaissait les tenants et les aboutissants de Luffy. Et d'ailleurs, à la fin, quand il combat contre lui, avant qu'il y ait le Gear 4, il dit bien tes attaques en Gear Secondo sont vraiment trop rapides mais n'ont pas de patates, et tes coups en Gear 3 ont beaucoup de patates mais ne sont pas assez puissants, et tu n'as pas le niveau pour me battre. Après, il est intervenu quelque chose d'autre, il a commencé à perdre son sang-froid
Parce qu'il y avait déjà eu un travail qui avait été fait avec le personnage de l'eau et la représentation du fantôme de Corazon, parce que en lui, Doflamingo, il avait encore il s'en voulait d'avoir tué son frère. Il était encore un petit peu humain, il est encore un petit peu humain à l'intérieur de lui. Et tout ça a fait qu'à un moment, il a pété les plombs. Et le fait qu'on ait le Gear 4 qui soit intervenu et qui était une transformation que Doflamingo ne connaissait pas, et même quand il a commencé à foutre les coups avec le haki sur le côté et qu'il a vu que le corps se déformait de Luffy, il disait mais c'est pas logique parce que avec un haki de l'armement, normalement ton corps devrait être rigide, donc il ne devrait pas absorber le coup. C'est ça qui a fait que Doflamingo est mort. Je ne mets pas en cause la puissance de Luffy. Pas du tout. Parce que Luffy, avec le Gear 4, avait les moyens de surpasser Doflamingo. Et quand on a le coup final, vu que Doflamingo ne connaissait pas le coup final et que lui, Doflamingo, a envoyé son attaque ultime, il pensait avoir le dessus sur Luffy. Mais Luffy, avec son attaque finale, a complètement niqué la gueule de Doflamingo. Mais maintenant, avec du recul, Doflamingo, on ne sait pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il va réussir à s'échapper de Impel Down, peut-être même qu'il n'est pas à Impel Down, et encore une fois, moi je veux que Doflamingo revienne pour avoir cette vengeance. Peut-être que Doflamingo, avec l'analyse maintenant qu'il a du Gear 4, peut-être qu'il peut être supérieur à Luffy. Ici, le fait que Katakuri nous dise « je ne te sous-estime pas », c'est parce que lui aussi, vu qu'il voit dans le futur, il connaît les futures attaques de Luffy, peut-être que aussi Big Mom a ce réseau d'informations qui permet de savoir ce qui s'est passé réellement à Dressrosa et toutes les techniques que Luffy a mis en place. Et Katakuri est cette personne qui est vraiment dans l'analytique, il est vraiment quelqu'un de serein, il est vraiment quelqu'un de droit et qui va ne pas se jeter à corps perdu dans la bataille, qui va vraiment analyser les tenants et les aboutissants. Et là-dedans, on retrouve une partie du caractère de Doflamingo. Maintenant, on va parler du vrai visage de Katakuri, vu qu'il a enlevé son écharpe et qu'on a vu son sourire, on a vu qu'il y avait des dents qui sortaient, et là, j'ai lu énormément de commentaires, que ce soit dans mes vidéos, ou que ce soit après sur Twitter, ou même sur Facebook, en disant « Waouh, Glénat, ils sont trop forts, maintenant dents de chien, et ben ça va bien, c'est réellement ce qu'on voit. » Alors, je sais pas chez vous, la gueule que vous avez au niveau de vos chiens, mais moi, c'est pas ce que Katakuri me fait penser. Au niveau du sourire, au niveau des dents, moi je suis plus parti dans du serpent, dans du reptilien. Et quand on le voit allongé en train de bouffer ses donuts, regardez la bouche comment elle est. Et là, je vais vous mettre une photo d'un serpent qui gobe un œuf. Moi, quand j'ai vu le truc, j'ai tout de suite pensé à ça. J'étais peut-être trop en train de rigoler pour vous le dire, mais c'est ce que j'ai pensé. C'est-à-dire qu'après, quand j'ai fait le montage, j'ai repensé à des trucs, je me suis dit, mais c'est totalement ça. Et je suis en train de penser tout simplement que ici, est-ce que Katakuri n'est pas une version hybride des reptiliens? Parce que Ichiroda nous l'a montré, au niveau de Chabondi, il y a une liste des races d'esclaves auxquelles il y a des prix. Et il y a les humains, les longs bras, les longues jambes, les longs coups. Et il y a les minx et il y a aussi les reptiliens. Les minx, on les a vus, c'est des animaux à poil anthropomorphes. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'ils ont une attitude humaine. Et un petit peu comme ce qui se passe dans les fables de La Fontaine. Et je suis en train de me demander justement si les reptiliens ne sont pas la même chose d'un point de vue des reptiles, de tout ce qui est crocodile, de tout ce qui est serpent, de tout ce qui est lézard, peut-être dinosaure, on ne sait pas. Et tout comme les hommes poissons, peut-être qu'il y en a certains qui ont seulement que quelques apparences. Et là, le sourire qu'il a, ça me fait franchement penser à ça. Les crocs, tout, il manquerait peu. Alors c'est sûr qu'on n'a pas vu qu'il avait une langue comme une langue de serpent. On n'a pas vu non plus qu'il avait, à un moment quand on voit des sortes de gouttes qui sont en train de... C'est peut-être de la salive et non pas du poison. Mais franchement, dites-le moi aussi dans les commentaires, je le vois plus axé comme étant dans le serpent que dans le chien. Parce que Nekomamushi, enfin pas Nekomamushi mais Inuarashi, ça c'est plus du clébard. C'est-à-dire on aurait plus des crocs qui auraient été beaucoup plus gros, qui auraient été beaucoup plus accentués. Là c'est quand même assez fin. Et le fait aussi d'avoir ce sourire qui monte, c'est vraiment classe. Alors il y a aussi quelque chose à se poser comme question. Et ça serait vraiment pas mal d'un point de vue de comment a été créé Toadland. Toadland est un monde qu'a créé Big Mom pour que toutes les races, quelles qu'elles soient, vivent en harmonie. Cependant, on voit que Pudding
elle ne supporte pas, c'est-à-dire qu'elle est obligée de cacher son troisième œil parce qu'elle est la risée des autres. Et on peut imaginer que, est-ce que Katakuri c'est la même chose? C'est-à-dire que le sourire qu'il a avec les cicatrices qui justement ont été faites, est-ce que ce n'est pas parce que à la base, il devait avoir cette grande bouche qui lui permettait de gober n'importe quoi, comme un serpent ou un boa et tous les autres trucs comme ça? Et est-ce que c'était pas pour lui une sorte de tare? Est-ce qu'il n'était pas comme Pudding à un moment la risée et qu'il a dû, par exemple, par rapport à son frère, vu qu'on sait que c'est le deuxième, est-ce que Perospero ne s'est pas moqué de lui? Est-ce que pareil Big Mom ne s'est pas totalement moqué de lui? Ou pour devenir cet homme, entre guillemets, parfait qu'il montre maintenant, et ça on l'a vu par rapport à Brûlé, et on va en revenir tout à l'heure par rapport à la psychologie du personnage, est-ce qu'il ne s'est pas fait ces cicatrices pour pas qu'on voit le visage qu'il monte et que ça soit une sorte de blessure de guerre que les autres pensent justement qu'il a, et qu'il cache avec son écharpe le personnage qu'il est réellement? Est-ce qu'il a honte de ce qu'il est réellement? Et c'est justement pour ça qu'il décide de tuer les chefs, et c'est aussi pour ça qu'il commence à péter les plombs, et que ça peut être aussi ça une partie de son point faible. Je vais y arriver. Et à ça s'ajoute la destruction psychologique, mythique, je dirais même, du personnage par Ishiro Oda. Une sorte de gros troll au premier abord, qui nous a tous fait bien sûr rigoler et même hurler de rire. Mais il faut savoir que Ishiro Oda, depuis très longtemps, enfin pas très longtemps parce que depuis le début du chapitre Toadland, met en place Katakuri sur un piédestal. Il est vraiment au-delà des autres, il est même là, on voit même à un moment que Perospero en a marre de son frère qui puisse voir le futur, qui est beaucoup mieux que lui alors que c'est son cadet. Perospero est le premier des fils. Donc ici c'est quand même montré que Katakuri est au-dessus, et après on a carrément le speech débilisant de Brûlé qui nous annonce que jamais il a été au sol, il se tient toujours droit, il est toujours ferme, c'est l'homme parfait, c'est même repris encore par les chefs, c'est-à-dire que Ishiro Oda nous crée un personnage absolument génial, absolument badass, qui est sans défaut. Il y a même aussi tout le travail qui a été fait où il se baladait au niveau du combat, on va voir ça justement tout à l'heure, et même quand Brûlé a fait le speech sur Katakuri à un moment il dit non mais c'est bon, arrête, parce qu'au fond de lui, il sait qu'il n'est pas cette personne vraiment unique, vraiment très bonne, qu'il a des défauts, et le fait après de le voir au sol manger les trucs et être totalement décontracté, en un sens ça le rend humain, mais ça le rend faillible. Ce n'est pas cette personne stoïque qui est 24 heures sur 24 comme ça, c'est-à-dire que, un peu comme pour ceux qui connaissent Léon, qui même quand il dormait, il était comme ça avec le flingue et il dormait que d'un seul œil pour jamais se faire avoir. Et c'est comme ça qu'il nous était présenté, et c'est comme ça qu'il n'est pas. Ce n'est peut-être qu'une image qu'il projette de lui, et encore une fois, la symbolique par rapport au monde du miroir qui projette une autre image parfois de nous-mêmes est vraiment très bien faite. Et on a peut-être pour moi ici le défaut de ce chapitre et le défaut du personnage, c'est-à-dire une redondance par rapport à Doflamingo. Doflamingo pour moi a été battu parce qu'il s'est énervé, parce qu'il a perdu le contrôle de ses émotions. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'eau et le fantôme de Corazon, peut-être qu'il aurait été différent. Et là c'est exactement la même chose pour Katakuri. Il devient fou à cause du fait qu'on voit la personne qu'il est réellement. C'est-à-dire que depuis le départ, quand on a la construction au niveau du combat, quand on voit le combat contre Luffy envoie les attaques et il devient intangible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voit le futur, il a un acquis de l'observation qui est supérieur, qui est peut-être aussi évolué par rapport aux autres, c'est-à-dire que ça lui permet de voir le véritable futur tel qu'il est, mais pour voir ce futur, il faut qu'il reste stoïque, il faut qu'il ne soit pas énervé, il faut qu'il soit concentré, il faut qu'il projette son mental dans le futur. Et donc quand il voit Luffy qu'il va l'attaquer avec une certaine attaque, il rend son corps intangible parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va pouvoir éviter l'attaque. Ça, c'est les premiers échanges qu'il y a eu. Après, on arrive dans un point de vue où il veut montrer à Luffy que ça sert à rien qu'il l'attaque parce qu'il est en supérieur en tout point à Luffy. Et c'est à partir de là où il enlève son intangibilité pour créer des attaques qui sont des copies de l'attaque de Luffy. Donc là, on est dans la deuxième étape. Et après, on arrive dans la troisième étape où Katakuri, cette fois, attaque en premier pour que Luffy esquive, et vu qu'il voit dans le futur, il voit où il va esquiver et il va lui rétamer la bouche.
Et c'est sûrement comme ça qu'il arrive toujours à niquer les autres, sauf que Luffy a cet instinct animal en lui qui permet d'éviter les attaques. Et ça a un petit peu tendance à énerver Katakuri. D'ailleurs, il le dit dans le chapitre précédent que ça l'agace sérieusement. Et vu que ça l'agace, et vu qu'il en a marre de perdre son temps, et aussi vu que c'est un mec monomaniaque qui veut toujours goûter à la même heure, et moi personnellement je vis avec une monomaniaque, donc je comprends parfaitement que certaines personnes soient obligées. On peut imaginer que ça soit un toc pour lui, que ça soit une obligation, et là il a repoussé de 40 minutes son goûter, donc ça l'énerve assez, et donc il ne le sous-estime pas, mais il se surestime. C'est-à-dire qu'avec l'attaque qu'il va faire, c'est-à-dire que quand il va ensevelir Luffy sous une sorte de gros gâteau, et ça on va revenir justement à la fin par rapport à l'analyse du Mushi, il est persuadé que Luffy va mourir, et il le voit dans le futur que Luffy va taper du bras et qu'il va totalement s'étouffer. Donc il voit la mort de Luffy. C'est-à-dire que quand il se projette dans le futur, il ne voit que le futur sur quelques secondes, et il voit Luffy taper et crever. Par contre, il ne se projette pas dans un futur de plusieurs minutes où Luffy va bouffer le Mushi et il va sortir. Donc, il n'a pas sous-estimé Luffy parce qu'il a vu sa véritable mort. Donc il s'est dit maintenant je vais aller bouffer, et après avec ma lance je vais le trucider. Il faut aussi peut-être penser que lui il a un fruit du démon qui est par rapport à une matière qui est le Mushi, et peut-être qu'il a besoin de sucre pour pouvoir transformer l'éveil de son fruit. Peut-être que l'éveil de son fruit lui demande énormément d'énergie, et donc il a aussi besoin de reprendre toutes ces nourritures, toutes ce donut. Il dit bien que le sucre c'est la vie, bon il dit pas ça, mais moi de toute façon je dis que tout c'est la vie, donc pour moi le sucre c'est la vie. Et voilà, il y a peut-être aussi cette chose qui vient interpréter. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas sous-estimé, et ce n'est pas débile dans la construction du personnage. Ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'aller s'enfermer pour se cacher tel qu'il est réellement, pour aller manger, pour reprendre de l'énergie, et pour lui, encore une fois, dans sa tête, Luffy il est mort parce qu'il l'a vu dans le futur proche. Et on arrive sur la dernière partie de ce chapitre, c'est-à-dire que Luffy bouffe le Mushi et sort. Là, il y a un propre troll envers Oda qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que j'en ai marre de cette putain de famille, il faut toujours que je me goinfre pour les battre. Donc déjà, il nous annonce qu'il va battre Katakuri. Donc ça déjà, c'est un auto-troll. Les auto-trolls comme ça, aussi dans le fait de... Oh merde, le mec lambda qui va lire, qui va être un petit peu le hater de One Piece, dire ça y est, il va encore bouffer, puis il va s'en sortir comme ça. Donc c'est de la merde One Piece. Et il s'auto-troll, et il troll les gens avant que les gens le trollent. Ça, c'est absolument magnifique. De voir ça, de voir après que Katakuri devient complètement fou et qu'il fout son attaque pour tuer Luffy. C'est-à-dire que là maintenant il veut complètement le détruire parce qu'il a vu réellement tel qu'il est, et là il y a un agacement. C'est ça le point faible de Katakuri. C'est-à-dire que Katakuri va sous-estimer maintenant Luffy et va se surestimer. Il dit bien que son haki est plus puissant que le sien. Alors maintenant, savoir est-ce qu'il y a des niveaux, est-ce qu'il y a différentes évolutions du haki, de l'armement, ça je ne sais pas encore, mais on voit par contre que le fait qu'il ait fait ses bras carrés, c'est une armure qui s'est créée, et après quand on voit Luffy, quand on voit la première attaque et que Luffy le contre et qu'il a mal même avec du haki, on peut se dire ok, le haki de Luffy est inférieur au haki de Katakuri. Sauf que quand on a la transformation en Gear 4 et qu'on voit qu'on a la patate, on voit que Katakuri se protège, mais Katakuri ne se protège pas facilement. C'est-à-dire que maintenant en Gear 4, le haki que Luffy va avoir est peut-être identique au haki que Katakuri possède. Quand Luffy dit ça y est, j'ai compris le défaut de le point faible de ton pouvoir, et que moi je dis bah ça y est, il a compris et moi j'ai rien pigé comme d'habitude, c'est juste après quand j'ai fait le montage que j'ai un petit peu, parce que quand je fais le montage je remets le chapitre à côté de moi pour mettre le bruit des pages et les pages qui tournent avec les numéros de pages, j'ai tout de suite percuté. C'est pour ça qu'après j'avais laissé le petit tweet. Il faut plusieurs lectures pour comprendre le chapitre d'Eiichiro Oda. Quand Katakuri est stoïque, il peut voir parce qu'il est concentré pour voir le futur. Sauf que quand il est énervé, il enlève ce haki d'observation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir les deux hakis ensemble, il n'est pas assez puissant. Donc il va faire que les attaques. Et là, on a un très très beau truc qui nous est montré. C'est-à-dire que au préalable, Eiichiro Oda nous avait bien montré que quand Katakuri envoie une attaque, l'attaque est envoyée pour que la personne esquive, et après il l'attaque au moment où il va esquiver. Et là, quand il envoie ce Raindrop Mushi, et d'ailleurs là aussi il y a un petit truc par rapport à un gâteau, on va en parler juste après, Luffy arrive à partir. C'est-à-dire il arrive à esquiver,
Et Katakuri n'attaque pas l'esquive. C'est-à-dire que quand il a envoyé son attaque, Katakuri ne s'est pas projeté dans le futur pour voir que Luffy allait se transformer en Gear 4 et allait partir. Sinon, il n'aurait jamais fait l'attaque. Je sais pas si vous voyez la chose. C'est-à-dire que quand il crée une attaque, c'est parce qu'il sait que l'attaque va envoyer la personne dans telle direction. Là, s'il avait vu que l'attaque allait permettre à Luffy d'avoir le temps pour se transformer en Gear 4, il n'aurait jamais fait parce que Katakuri sait que le Gear 4 peut être dangereux pour lui. De même que quand Katakuri attaque, que Luffy esquive et l'envoie un coup de pied, le coup de pied qu'envoie Luffy est un coup de pied instinctif. Luffy fonctionne comme ça. Souvent les attaques, il les prémédite pas, c'est son corps qui fait l'attaque tout de suite. Il a cet instinct qui lui permet sûrement de surpasser les autres. Et Katakuri le reçoit en pleine gueule, ça veut dire que quand il a fait son attaque, il ne s'est pas projeté dans le futur pour savoir ce qui allait se passer. Parce que, encore une fois, s'il s'était projeté dans le futur, s'il avait fait l'attaque et qu'il avait vu que Luffy allait faire le coup de pied, il aurait fait l'attaque, il aurait reculé la tête, il aurait ramené sa main pour prendre son pied et balancer Katakuri de l'autre côté. Et pour moi, ça, c'est hyper important. C'est ça le point faible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser les deux haki en même temps. Et là, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et bien là, on va vraiment arriver dans un... Voilà, dans un putain de combat qui là va sûrement nous faire triper, où il va y avoir de la baston et il va sûrement y avoir une nouvelle forme de Gear 4 qui va pouvoir... Là, malheureusement, je n'ai presque plus de doute sur la victoire de Luffy, parce que le grand pouvoir de Katakuri, c'était le fait que Luffy n'arrivait pas à lui faire mal, n'arrivait pas à le toucher. C'était ça qui était vraiment dangereux. Cette invincibilité par le temps de Katakuri était impossible pour Luffy, parce que si Luffy dans sa tête se dit ok, je peux faire une transformation, mais même avec ma putain de transformation Gear 5 mode je sais pas quoi, je n'arrive pas à toucher Katakuri, à quoi ça sert de me transformer? Sauf que là maintenant il le voit et il sait que avec les attaques qu'il a en tête, qu'il avait fait justement sur l'île, eh bien il voit le futur, il lui dit bien tu n'es plus invincible parce que tu n'as plus ce temps qui te permet d'éviter mes attaques. Et ça, bah encore une fois, c'est un petit twist qui est vraiment, même si c'est redondant par rapport à la colère de Doflamingo, comme je vous ai expliqué, ça va quand même être bon pour la suite parce qu'on va arriver là dans un vrai combat. Et est-ce que Luffy est de taille à battre un mec avec un milliard de berry? Ça serait fou, parce que là, ça voudrait dire que oui, pour le futur, ça va envoyer du lourd. Bon, maintenant on va passer dans la partie un petit peu culturelle de la vidéo, parce que vous savez bien que quand je fais une critique analyse, j'aime bien apporter des petits trucs pour que vous, après, vous puissiez en parler avec d'autres personnes. Au sujet du Mushi, et ben là, les deux attaques de Katakuri sont deux attaques qui sont à base de gâteau. Dans la réaction live, à un moment, je vous le dis, quand il y a le gros truc qui tombe et que ça fait une sorte de fruit juste au-dessus, je me dis... Ça sent un petit peu le gâteau, ça sent un petit peu le truc. Et en effet, j'ai fait des recherches et oui, c'est bien un gâteau. C'est le Kagami Mochi qui est le gâteau miroir. Alors là, il y a un parfait clin d'œil. Gâteau miroir dans le monde des miroirs, c'est vraiment excellent. Alors quand tu es japonais et que tu vois ça, en un sens tu rigoles, mais quand tu es européen et que tu vois ça, tu le sais pas, donc tu comprends pas le petit clin d'œil. Et je trouve que le clin d'œil passé ici est vraiment pas mal. Donc comme ça, en un sens, ça permet de vous aussi que vous puissiez le comprendre. Et ce gâteau est vraiment excellent parce que dessus, c'est une orange amère qui est mise juste là. Et ça représente quelque chose. Ça représente, premièrement, pourquoi c'est marqué gâteau miroir? Parce que ça représente certains miroirs qu'il y avait avant. C'est-à-dire les miroirs un petit peu ronds. Et il y a aussi une symbolique là-dessus. C'est-à-dire que chaque chose représente, en fonction des différentes interprétations, l'année présente et l'année suivante, le yin et le yang, ou le soleil et la lune. Donc voilà, ça c'est vraiment très très bien. Et après, la dernière attaque qu'il fait quand Luffy se transforme en Gear 4, c'est-à-dire que tu as des sortes de mushi qui tombent, et ça c'est Raindrop Mushi, et bien ça aussi c'est un gâteau. Et c'est le Mizu Shingen Mushi, alors je le prononce vraiment très très mal, et c'est quoi? C'est un mushi à base d'eau, c'est-à-dire que c'est je sais pas comment c'est fait avec une sorte de produit un petit peu, une sorte de poudre que tu mets dans de l'eau, et l'eau devient solide. Et après tu manges ça, et c'est de l'eau solide, tout simplement, au lieu d'avoir ton verre d'eau, t'as ça. Bon, par contre il paraît que ça dure pas longtemps, ça dure qu'une seule demi-heure, mais voilà. Donc encore une fois, c'est bien de voir que les attaques de Katakuri sont vraiment à base de gâteaux. Et ça, bah encore une fois, moi ça, j'aime bien porter ça dans mes vidéos. Alors pareil, dans les commentaires, hein, dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant. De toute façon, même si vous n'avez pas trouvé ça intéressant, moi j'aime bien le faire, donc je le ferai pour les autres vidéos. Bon, voilà.
Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je pense qu'elle va d'ailleurs être très très longue, mais il y avait quand même plein de choses à dire. Je voulais pas faire une deuxième vidéo sur que le pouvoir, parce que vu qu'on avait un chapitre seulement accentué que sur le combat, donc je me suis dit, je vais mettre tout ça dans la critique analyse. Le fait de faire la critique analyse le lundi a un avantage et un inconvénient. C'est ce que j'ai pu lire dans les commentaires. L'avantage, c'est que pour certains, ça vous fait une coupure. C'est-à-dire que vous avez le chapitre le jeudi ou le vendredi, vous avez le week-end que vous attendez, le lundi vous avez ma critique analyse, comme ça vous permet de faire une petite coupure et que l'attente pour le chapitre de vendredi soit moins long. Le seul inconvénient, c'est que d'habitude le lundi je faisais la critique analyse de l'épisode et maintenant elle est partie à tout simplement mardi ou mercredi en fonction de comment j'ai le temps, mais que voulez-vous. Mais de toute façon, hein, je l'ai dit, je le promets, les critiques analyses d'épisodes, je vais toujours continuer. Je pense qu'on a fait le tour. Ça m'a fait, les commentaires que vous m'avez laissés dans la réaction live m'ont fait super plaisir. Voir aussi que la réaction live fait autant de vues, ça me fait super plaisir. Et rigoler autant en lisant un chapitre et de savoir que vous aussi ça vous fait rire, bah ça me fait super plaisir. Donc voilà, comme d'hab, laissez des commentaires et n'oubliez pas le principal, oui, de défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu bien sûr, mais le Mushi, c'est la vie. Ah non, c'est One Piece, mais le Mushi aussi. Et hop, c'est parti. Salut mes Nakamas.